Vous êtes atteint d'une maladie grave et vous avez un choix à faire. Soit vous acceptez votre sort et attendez que le mal vous emporte, soit vous décidez d'endurer une lourde opération qui vous en débarrassera pour toujours. Au Moyen-Orient, cette maladie s'appelle la République islamique d'Iran et Israël a décidé de la vaincre une bonne fois pour toutes. Le 28 février dernier, Israël et les États-Unis ont lancé une offensive inédite contre le régime des mollahs. Ali Khamenei, le guide suprême, ainsi que d'autres hauts gradés ont été éliminés et de nombreux sites militaires ont été réduits en poussière. En réaction, le régime a lancé une série de frappes massives et indiscriminées contre Israël, mais aussi de nombreux pays arabes. Comme souvent, les mesures prises par l'État hébreu dérangent, exaspèrent, voire horrifient certains. Ici et là, on entend experts et responsables politiques ruer dans les brancards pour dénoncer l'impérialisme américain ou encore le bafouement du sacro-saint droit international. Certains vont même jusqu'à fantasmer une victoire du régime iranien sur nos alliés américains. Alors, revenons sur les folles contre-vérités martelées comme des évidences depuis plusieurs jours. La première, c'est qu'Israël serait à l'initiative de cette guerre. C'est faux. L'embrasement que nous vivons aujourd'hui n'est pas une nouvelle guerre, c'est une nouvelle bataille. Une bataille qui, elle, s'inscrit bien dans une guerre que le régime iranien lui-même mène depuis des années contre l'État hébreu et d'autres pays arabes. Depuis 40 ans, le régime fanatique qui règne sur l'Iran a entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour soumettre le Moyen-Orient à sa vision islamiste et précipiter l'anéantissement du seul État juif du monde. Soutien à des groupes terroristes comme le Hamas, développement de missiles balistiques, développement d'un programme atomique secret pour obtenir l'arme nucléaire, appel répété à l'éradication de l'entité sioniste. Le régime iranien fait peser sur Israël une menace existentielle. Il ne s'agit pas ici d'une menace fictive ou exagérée. Le jour où le régime iranien détient l'arme nucléaire, il devient intouchable et débloque ainsi une liberté de mener sans entrave ses campagnes de terreur et de destruction. Pour rappel, l'Iran c'est 9 fois la population d'Israël, 80 fois sa superficie. Pendant des années, le régime a piloté une guerre à distance en encerclant Israël par des mandataires terroristes comme le Hezbollah et les Houthis qu'il a installés dans des pays arabes et ce au mépris de la souveraineté du Liban, de l'Irak ou encore du Yémen. Mais après les massacres du 7 octobre 2023, perpétrés par le Hamas, et l'entrée en guerre des milices alignées sur l'axe de Téhéran, Israël a tiré 2 leçons majeures. La première, c'est qu'il faut toujours croire votre ennemi quand il vous promet la mort. La seconde, c'est qu'Israël ne peut plus se contenter de couper les tentacules de la pieuvre, il doit viser la tête. C'est ça qui est reproché à Israël aujourd'hui. C'est de préférer l'opération lourde aux soins palliatifs. C'est de vaincre une bonne fois pour toutes son ennemi existentiel plutôt que de le laisser se relever. C'est de saisir une opportunité inédite. Pourquoi inédite ? Parce qu'en janvier 2026, le peuple iranien a envoyé un signal clair au monde. Il a démontré par son courage et ses martyrs qu'il était prêt et déterminé à renverser ce régime. Un mois après le massacre de dizaines de milliers de manifestants sans défense par les gardiens de la révolution, Israël et les États-Unis ont compris que les conditions étaient enfin réunies pour tourner définitivement la page de ce pouvoir criminel. Ce qui m'amène à un deuxième refrain entonné par certains avec arrogance, celui selon lequel on ne libère pas un peuple par les bombes. Après les désastres des interventions américaines au Vietnam, en Irak ou en Afghanistan, un certain nombre de commentateurs sont arrivés à la conclusion simpliste que la guerre ne résolvait jamais aucun conflit, que la voie diplomatique était la seule à détenir ce pouvoir magique. Là encore, c'est faux. Quand les circonstances le permettent, la guerre peut et a déjà dans l'histoire détruit des menaces majeures et délivré des peuples du joug de leurs tyrans. C'est la guerre, pas la diplomatie, qui a libéré la France de l'occupation allemande et du régime de Vichy. C'est la guerre, pas la diplomatie, qui a défait le régime japonais et permis au Japon de rejoindre le concert des nations libres. C'est la guerre, pas la diplomatie, qui a réduit à néant Daesh. La raison pour laquelle des diplomates cultivés feignent soigneusement d'oublier ces contre-exemples est simple. Responsables du recul de la France dans le monde, ils supportent mal que d'autres pays n'aient pas eux aussi renoncé à leur rang. Derrière le culte voué au droit international et à la désescalade se cache en réalité la frustration de l'impuissance. Celle qui pousse à l'amertume, celle qui déguise la faiblesse en sagesse, l'insignifiance en stratégie d'équilibre, et plus grave encore, celle qui, pour se consoler, forme le vœu malsain de voir ceux qui pèsent échouer. C'est ce même besoin d'exister qui amène le président Emmanuel Macron et ses partisans à dénoncer en même temps les agressions du Hezbollah et les mesures de défense israéliennes.
Et puis en ce qui concerne le droit international, il est certes possible que l'intervention israélo-américaine ne s'y conforme pas. Mais le débarquement en Normandie non plus, ni d'ailleurs l'élimination d'Oussama Ben Laden au Pakistan. Comme quoi morale et droit ne sont pas toujours synonymes et qu'il arrive même que ce dernier serve de bouée de sauvetage au pire tyran de la planète. À chaque prise d'initiative d'Israël, à chaque nouvelle ligne de front déplacée par les États-Unis, les experts en immobilisme nous mettent en garde contre le chaos et l'instabilité à venir. Mais la répression meurtrière d'un peuple épris de liberté par un régime théocratique qui opprime les femmes, qui pend les homosexuels, qui mitraille des dizaines de milliers d'innocents, qui finance, arme et entraîne des milices djihadistes implantées partout au Moyen-Orient. C'est pas déjà du chaos, ça ? À partir de quand peut-on préférer l'incertitude du lendemain à la barbarie d'aujourd'hui ? À partir de quand, de quel crime ces détracteurs patentés d'Israël jugent-ils nécessaire d'utiliser la force contre le régime des mollahs ? Alors oui, contrairement à Emmanuel Macron et à ses partisans, contrairement aux aigris du Quai d'Orsay, contrairement aux complices des islamistes, il existe encore des peuples et des gouvernements forts, fiers et conscients que la sécurité et la liberté ne se décrètent pas comme des vœux pieux depuis des tribunes, mais bien qu'elles se gagnent par la force, aussi complexant que ce soit pour ceux qui n'arrivent pas à suivre. Israël vaincra ses ennemis. Le peuple iranien gagnera sa liberté. Et le Moyen-Orient, peut-être, connaîtra enfin la paix.